Dominique Méda et Emmanuel Lièvremont, merci de rejoindre Angèle Malat-Lansac pour que nous débattions de la manière dont les réalités du travail questionnent la santé mentale, c'est-à-dire peuvent la consolider ou au contraire la dégrader. Nous n'avons pas fait exprès pour l'uniforme. Voilà, Dominique Méda, vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine PSL. Vous présidez également l'Institut Veblen, dédié aux enjeux de transition écologique. Emmanuel Lièvremont, vous êtes directrice de l'activité santé et qualité de vie au travail chez L'Oréal pour la France. Et votre équipe est composée de 9 médecins, 9 assistantes sociales et d'une trentaine d'infirmiers et spécialistes en santé au travail. Angèle Malat-Lansac, je le rappelle, vous êtes déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a le choix. Je citerai la récente étude conduite par Opinionway pour le cabinet Empreinte Humaine. 45% des salariés se déclarent en détresse psychologique. Je rappelle qu'on associe à cette dénomination un peu triviale, un peu trash, des symptômes de dépression et d'épuisement qui, non traités, peuvent entraîner des problèmes de santé plus graves, tels que des maladies psychosomatiques, l'hypertension, des troubles anxieux, une dépression sévère ou des troubles addictifs. 7 salariés sur 10 considèrent que cette situation est liée au moins partiellement au travail. 30% s'estiment exposés à un risque de burn-out ou de dépression. Bien sûr, il faut toujours être vigilant et distinguer le ressenti du réel. Ce qui est déclaré ne correspond pas toujours à la réalité. Il faudrait aussi entrer dans les détails selon les métiers, les secteurs d'activité ou les âges, mais tout de même, la tendance parle d'elle-même. Comment en est-on arrivé là et que faire? Voilà l'axe de notre échange. Première question, si je considère que le premier responsable est l'intensification du travail qui pénalise la reconnaissance de son travail, le sens des tâches qu'on accomplit, le temps de vivre son travail, est-ce que je me trompe, Dominique Méda? Non, pas du tout. C'est ce que disent toutes les enquêtes. Et alors, on suit bien la chronique de cette intensification grâce à une très belle enquête du ministère du Travail qui s'appelle l'enquête Conditions de travail, qui existe depuis 1978 et qui nous montre qu'en fait, il y a eu une dégradation des conditions de travail à la fin des années 80, une pause entre 98 et 2005 et une reprise de l'intensification ensuite. Et elle nous dit des choses vraiment très passionnantes, cette enquête. La dernière vague qui a été passée en 2019 nous disait, j'avais envoyé une petite diapo pour le montrer, nous disait que 37% des actifs occupés déclarent qu'ils ne pourront pas tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Donc, il y a un véritable malaise au travail en France, et donc qui s'exprime à la fois par cette intensification, donc ça veut dire travailler toujours plus vite dans des délais toujours plus courts, mais par de nombreuses, comment je dirais, beaucoup d'autres éléments, le fait que les gens ne se sentent pas reconnus, le fait qu'ils n'ont pas la parole, qu'ils ne sont pas consultés, y compris, moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans beaucoup d'entreprises sur ces questions-là. On avait publié un livre qui s'appelait « Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance ». Donc la reconnaissance était au centre de nos investigations. Qui ne peuvent pas participer aux décisions, même quand elles concernent leur travail. Et puis, on a une enquête européenne, parce que, voilà, on peut se dire, après tout, c'est peut-être partout pareil. Non, c'est pas du tout partout pareil. On a une enquête européenne sur les conditions de travail, qui est la petite sœur, qui a été créée un petit peu après. Et cette enquête, elle montre que la France est dans une position très mauvaise. Elle est parmi les derniers, parmi les 36 pays concernés. Et on est très mauvais sur toute une série d'items. La pénibilité physique, on est très très mauvais en pénibilité physique. Les contraintes émotionnelles, le fait de considérer qu'on n'est pas payé à sa juste valeur pour les efforts fournis, le fait qu'on n'est pas consulté, et le fait que le travail fait mal. Donc c'est pour ça que moi je dis souvent qu'on a un véritable problème avec le travail en France et que de surcroît, il y a un déni sur cette question parce que, comme vous l'avez dit, Denis, on nous répond souvent, mais non, pas en France quand même, c'est beaucoup mieux que dans d'autres pays, on peut pas. C'est parce que les gens, ils déclarent ça, mais c'est pas la vérité. Et alors je leur réponds à ce moment-là que nous sommes aussi les champions des accidents du travail mortels et non mortels. Est-ce que le fait que nous soyons dans une époque de
dématérialisation du travail, de digitalisation, d'illisibilité des lieux de décision, d'insuffisante reconnaissance, vous l'avez dit à l'instant, finalement dans la difficulté de saisir la finalité de notre travail. Est-ce que ça contribue à ça? Je vous pose la question parce que les études depuis longtemps montrent que les publics les moins exposés au burn-out sont souvent les publics artisans. Et pourquoi? Parce que l'artisan, il visualise son travail, il finit une tâche, il est reconnu, on va le remercier pour le travail qu'il a fait. Donc des choses assez simples, mais ces publics-là sont les moins exposés. Ça signifierait que l'époque dans laquelle nous sommes entrés va de toute façon aggraver la situation qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez parfaitement raison, notamment quand vous parlez de la digitalisation, ça a été très important parce que ça a entraîné des changements organisationnels très, très nombreux. Et puis, parmi les autres éléments, hein, il y a les restructurations incessantes, les pressions nouvelles, notamment en termes de compétitivité, qui pèsent sur les entreprises et qui viennent de la globalisation, de la mondialisation, de la financiarisation. Et puis, je reviens, ça c'est des causes générales, et puis il y a des causes plus françaises, je dirais, cette obsession du reporting permanent. Les gens se plaignent du management par les chiffres. Alain Supiot parle de management par les nombres. Et puis aussi en France, quelque chose de particulier, on reproche le management fondé sur le diplôme. C'est-à-dire, vous avez des jeunes gens sortis des grandes écoles qui arrivent, qui ne connaissent absolument pas la réalité du métier qui est réalisé par les gens et qui leur fixent donc des objectifs impossibles à tenir, et d'où ce problème de reconnaissance. Emmanuel, vous qui représentez l'entreprise... J'étais lourd de charge. Voilà, l'entreprise L'Oréal. Que vous inspire justement la radiographie que nous présente Dominique? Est-ce qu'elle correspond à la réalité que vous-même vivez ou qu'une partie des salariés de L'Oréal traversent? Alors, honnêtement, oui, tout simplement parce que d'abord, une entreprise, c'est pas un monde isolé, coupé de la société civile, des évolutions de son environnement médico-social, économique, géopolitique. Après, et moi je l'ai vu, et c'est ce que nous disent les médecins du travail dans mes équipes, ils ont très tôt attiré l'attention sur comment on mesure la santé mentale. Avant, c'était, et je dis avant, c'est avant les années 2000, 2005, 2008, c'était l'amélioration des conditions de travail plutôt physique. Et ils nous ont dit, mais attention, en fait, on voit de plus en plus des phénomènes alors on appelle ça détresse psychologique, mais en tout cas de personnes qui posent des questions et développent des troubles, ou en tout cas expriment des difficultés émotionnelles. Et on a développé, on s'est appuyé sur certains outils, et notamment on a, il y a quelques années, développé, alors c'est un questionnaire qui est le Psychological Questionary, développé par une université à Copenhague, qui permet de mettre en évidence, et ça a mis en évidence sur un échantillon, nous, de collaborateurs, que, il y a quand même des facteurs protecteurs dans l'entreprise. Et moi, je voudrais vraiment qu'on ne retienne pas que la santé mentale, c'est forcément des difficultés, des troubles, des pathologies. On a tous une santé mentale, j'en ai une, vous en avez une, et comme on prend soin de soi physiquement, il faut aussi qu'on prenne soin de cette santé mentale, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi de se dire qu'il y a des facteurs de protection dans l'entreprise, et à une époque, on disait quand même que ceux qui souffraient le plus, c'était quand même ceux qui n'avaient pas de boulot. Et ça, c'est quand même une réalité. Et dans la définition de l'OMS, vous l'avez cité tout à l'heure, il replace bien le fait de pouvoir exercer une activité, avoir un travail épanouissant et des relations interpersonnelles très importants. Donc, il y avait des facteurs de protection. Mais ils nous ont dit quoi? Statistiquement, que les facteurs les plus influençants, l'état de santé, notamment global, émotionnel, c'est la charge, la priorisation, donc la gestion du temps, et les exigences cognitives. Parce qu'en fait, on peut avoir beaucoup de boulot, mais alors, si on a le temps pour le faire, et puis, si c'est tout le temps la même chose, je ne dis pas que c'est un peu plus facile, mais c'est mieux que quand vous en avez beaucoup, qu'en fait, les priorités changent tout le temps, donc vous passez votre temps à faire des allers-retours, et troisièmement, quand vous devez faire tourner 50 assiettes en même temps. Et donc, oui, on a eu constaté ces phénomènes. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, c'est ça la responsabilité de l'entreprise. C'est pas malheureusement de se lamenter en disant et en n'arrêtant pas de dire que le travail génère de la souffrance. C'est comment on fait pour, ne pas en générer. Et 2, comment on fait pour prévenir
collectivement et individuellement cette souffrance, notamment psychologique. Je rebondis sur ce que vous dites, Emmanuel, et je me tourne vers Angèle. Trop rarement, on entend, on lit, on écoute que le travail, ça peut être beau. Le travail, ça peut être bon. On a l'impression souvent qu'on a une tendance à cogner sur le travail, que la réduction du temps de travail est toujours liée finalement au fait que le travail serait presque une charge ou un fardeau. Est-ce que là, il faut réfléchir à la manière dont nous définissons aussi le travail ? Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu. Effectivement, la définition de l'OMS de la santé mentale, c'est l'état de bien-être qui va vous permettre notamment de travailler de façon productive et de contribuer à la communauté. Et quand on regarde, alors effectivement, les chiffres sont assez alarmants, mais on a quand même moins de troubles psychiques dans l'entreprise que dans le reste de la population. Alors, c'est pas uniquement parce que le travail est un facteur protecteur, mais il y a un côté protecteur du travail. Il y a aussi parce que les personnes avec des troubles psy accèdent moins facilement à l'emploi, bien entendu. Mais on a quand même, voilà, dans le monde, dans les organisations, parmi les salariés, les gens sont moins mauvaise santé mentale que parmi les personnes qui ne travaillent pas, bien entendu. Ça, il faut le rappeler. Il n'y a pas de causalité directe il n'y a pas de... C'est multifactoriel, les troubles psychiques. Hein. Donc, vous n'allez pas avoir une causalité directe. La personne, elle arrive et l'entreprise, elle hérite de ce qui est là dans la personne, dans la société. Effectivement, quand on a une société qui va mal d'un point de vue de la santé mentale, l'entreprise, les organisations héritent de ça. Ensuite, on peut avoir cet effet pathogène dont on parlait, mais c'est vrai qu'il y a tout ce contexte-là qu'il faut mettre en avant. Et la question du sens, et ça, c'est le psychiatre Viktor Frankl qui le met bien en avant, c'est-à-dire comment est-ce que ce sens-là va me motiver, va me porter aussi dans le travail. Ça, c'est extrêmement important pour la santé mentale, trouver du sens, avoir du lien social, trouver une utilité, tout ça, c'est des choses qu'on peut aller trouver dans le travail. Alors, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour que le travail devienne cette source-là de bien-être et soit pas quelque chose qui, au contraire, génère ou participe effectivement du mal-être. Mais je trouve que c'est intéressant de rappeler quand même qu'il y a un facteur protecteur dans le travail qui est quand même important. Vous parlez du travail, j'aimerais qu'on dise un mot, parce qu'on ne peut pas y échapper, qu'on dise un mot sur le télétravail. Alors, je ne vais pas lister l'ensemble des effets délétères, mais j'en rappelle quand même quelques-uns. L'exposition à la solitude, à la sédentarité, l'hyper ou l'hypoproductivité, ça dépend des cas, l'exposition aux écrans, l'isolement des relations humaines ou des collectifs physiques de travail, on sait combien c'est important. Le sentiment d'utilité et de contribution qui est altéré, celui de reconnaissance par la hiérarchie, potentiellement tout ça, ça fragilise notre santé mentale. Emmanuel d'abord, et je vous écouterai également Dominique là-dessus, je sais combien vous avez travaillé sur ce sujet, mais concrètement chez L'Oréal, mais vraiment concrètement, que faites-vous pour atténuer les effets négatifs du télétravail ? Parce que quand Angèle évoquait le sens du travail, enfin comment trouver du sens au travail lorsqu'on est rivé 5 jours par semaine ou presque sur un écran ? En fait, de façon tout simple, c'est qu'on régule l'usage du télétravail en le limitant à 2 jours par semaine maximum. Alors, c'est un combat, c'est assez étonnant, hein. Malgré le fait qu'on n'arrête pas de lire dans la presse que les études disent que ce qu'on appelle le full remote issu de la période Covid est plébiscité par les collaborateurs, plébiscité par les organisations syndicales. Et comment on résiste à ça ? Mais il faut résister à ça parce qu'on sait que le point de bascule, c'est globalement 3 jours. Donc, tant qu'on est en dessous, et nous on dit bien c'est jusqu'à 2 jours, il peut y avoir des situations exceptionnelles et je pense qu'il ne faut pas tuer l'outil. Encore une fois, c'est jamais l'outil, c'est l'usage. Hein. Le télétravail a été une source considérable et continue à l'être d'épanouissement. Ça facilite la vie, ça résout, en tout cas ça participe à permettre à quelqu'un qui peut traverser une difficulté je vais vous dire, des salariés aidants qui à un moment donné, pour pouvoir être plus disponibles, travaillent un peu plus de chez eux. Mais encore une fois, c'est une question de comment on régule et on utilise l'outil. Mais oui, post-Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? On a bien vu que les plus jeunes étaient les personnes qui arrivaient de l'étranger, qui ont débuté leur expérience ou qui sont arrivés alors dans le pays, donc en l'occurrence en France, en fait, ils étaient totalement déstabilisés. Et puis, on a vu l'émergence de ce qui a été dit, hein, plus de violences intrafamiliales, plus de
c'est même pas de porosité, mais une confusion entre ce qui relève du personnel en termes d'espace, en termes de vie, tout simplement quotidienne. Donc oui, le télétravail est source aujourd'hui s'il est mal régulé, bien sûr. Une question. Il y a quelques jours, on diffusait dans la tribune un propos du président du groupe Vive, Stéphane Jeuny, qui alertait, avec raison, sur la santé mentale des entrepreneurs. On n'en parle quasiment jamais. Alors, il existe l'Observatoire Amarok d'Olivier Torres, mais globalement, on n'en parle quasiment jamais. Pourquoi sont-ils les mal-aimés de la cause ? Angèle, vous avez peut-être une idée, vous, parce qu'à l'Institut Montaigne... C'est l'Institut Choiseul a sorti un papier là-dessus il y a pas très longtemps, justement, ils sont allés regarder un peu cette santé mentale des entrepreneurs, la santé mentale des dirigeants aussi. Déjà, il y a un effet stigmatisation très fort, parce que c'est des professions dans lesquelles on ne peut pas, en fait, être en situation de santé mentale dégradée, on ne peut pas être faible, on porte sur ses épaules, effectivement, beaucoup de responsabilités, et le regard des autres est très lourd. Et ça, on sait que dans la santé mentale, le fait de ne pas pouvoir exprimer sa souffrance psychique, ça a un effet très fort aussi. Il y a cet effet-là, et évidemment, tous les enjeux de pression, de charge, d'incertitude aussi économique qui évidemment font que dans le monde actuel c'est extrêmement lourd. Donc, ça fait partie des populations, mais on sait bien que sur la santé mentale au travail, il y a vraiment des groupes qui sont plus à risque. On pense aux managers, aux cadres intermédiaires qui sont très à risque. Les femmes sont davantage à risque aussi. Il y a des professions, les agriculteurs évidemment, dans la police, ou les soignants encore, qui sont des professions dans lesquelles il y a des niveaux d'addiction très forts, il y a des grandes souffrances mentales, il y a des taux de suicide aussi qui sont extrêmement élevés. Donc il faut être vigilant et peut-être cibler un peu, essayer d'avoir une vision par catégorie pour se dire où est-ce qu'on agit, comment on agit. On n'agit pas pareil dans telle ou telle entreprise. Et effectivement, sur les entrepreneurs, c'est complexe parce que souvent, c'est des gens qui ont une grande solitude aussi, un isolement dans leur fonction. Donc comment est-ce qu'on les encourage aussi à être aidés, accompagnés ? Dominique, quand on parle justement des sujets qu'on évoque maintenant, forcément, tous questionnent ce qu'on appelle l'organisation du travail, mais aussi la manière de penser l'entreprise, la manière de penser son management. Dans l'étude à laquelle je faisais référence en préambule, il est fait par les salariés mention des dégâts de l'individualisme. Nous sommes allés extrêmement loin dans l'individualisation de la reconnaissance, de la rémunération, des manières de composer un collectif. Est-ce qu'on est allé vraiment beaucoup trop loin et peut-on revenir en arrière ? Alors, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, notamment sur le côté protecteur. Il y a des éléments protecteurs. Et voilà mon petit graphique. C'est la fameuse, Denis, c'est la fameuse enquête, la vague 2019 dans l'enquête conditions de travail. Donc, vous voyez tout en bas que 37% des personnes indiquent qu'elles ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Et vous voyez que les jeunes sont absolument surreprésentés. Et en ce moment, on fait des travaux avec des collègues et on voit que les mauvaises conditions des jeunes, ça a été complètement invisibilisé et c'est absolument passionnant. On voit aussi que les femmes sont plus nombreuses à le dire, quand il y a des enfants aussi. Et ce qui est très intéressant, ce sont les lignes du bas, c'est que les cadres, 32%, sont presque aussi nombreux que les ouvriers et les employés à le dire. Et donc je reviens sur le caractère protecteur de certains éléments, et je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Bon, oui. Je parle en tout cas de l'individualisation. Oui. Non, le collectif de travail, le collectif on a fait allusion tout à l'heure au fait que ce sont des exigences qui sont très, très fortes, qui sont demandées aux personnes. Mais dans les travaux de recherche, on met toujours en face des exigences les ressources. Et parmi les ressources, il y a l'importance du collectif de travail, le soutien des collègues, le soutien de la hiérarchie, etc. Donc ça, c'est très important. Oui, on a été trop loin dans l'individualisation. On a fait exploser les collectifs de travail. C'est aussi pour ça que les gens se réfugient dans le télétravail, de certaine manière. Donc il faut réenchanter, en quelque sorte, les espaces de travail, remettre du collectif, donner envie aux personnes de revenir rencontrer les autres. Le mantra de l'époque, c'est la performance des chiffres, c'est-à-dire la productivité, la rentabilité, le cours de l'action, passe par la performance des femmes et des hommes qui font vivre l'entreprise. Ces deux performances sont-elles encore pensées aujourd'hui pour s'accorder ? Et si je le dis autrement, la performance économique et financière qu'on exige des entreprises impose-t-elle aux salariés une performance
qui n'est pas compatible avec leur santé mentale. Emmanuelle. Alors moi, je suis une convaincue de l'inverse, à savoir que performance sociale, performance économique, ça ne s'oppose pas. Elles sont complémentaires et s'auto-nourrissent. Je vais simplement citer 2 éléments. En fait, on a eu la chance chez L'Oréal d'avoir un président, alors ils apportent beaucoup, mais il a dit une chose très vraie, qui nous sert aujourd'hui vraiment pour nous guider dans l'action. C'est une entreprise, ce n'est pas des murs et des machines, c'est des hommes et des hommes. Hein, ça, c'est Eugène Schueller. Alors, il y a des femmes, mais à l'époque, on disait les hommes. Voilà, on resitue. Et le deuxième élément, c'est que pour répondre sur la question de la performance, en 2010, Jean-Paul Agon nous a demandé, donc était le CIO de L'Oréal, nous a demandé de réfléchir à comment on peut associer la performance économique et la performance sociale. Et donc, il nous a mandaté pour développer un programme qui s'appelle Share and Care, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un programme mondial qui a pour vocation à offrir un socle commun en matière de protection sociale garantie à tous les collaborateurs partout dans le monde. Et donc, ça va de la protection, c'est que si vous perdez aujourd'hui votre capacité de travail, qu'est-ce que fait l'entreprise pour les proches et pour la personne? C'est donc de garantir un minimum de revenus. C'est en matière d'accès à la santé, et c'est là où je vais revenir sur la santé mentale, c'est qu'au départ, c'était comment vous pouvez assurer un accès à un coût raisonnable à l'ensemble des salariés partout dans le monde. Et puis, il y a 2 autres volets, un autour de tout ce qui est l'équilibre de vie, la famille, et puis tout ce qui est expérience au travail, le workplace. Et ce qui est intéressant, ce programme, on l'a lancé en 2012, et juste avant la Covid, c'était assez étonnant, on a introduit la notion de santé mentale, en se disant que la santé, c'est aussi être bien, c'est aussi être en capacité de prendre soin de soi, comme l'organisation doit prendre soin de son collectif. Et on voit bien aussi que le thème de la santé mentale est quelque chose de très évolutif. On est juste au début de la prise en considération dans l'ensemble de nos écosystèmes, le public, les collectivités locales, les entreprises, le monde médical et autres, à commencer à parler de la santé mentale, alors qu'en fait, elle a toujours existé. On est tous composés d'une santé mentale et d'une santé physique, mais c'est arrivé. Et sincèrement, aujourd'hui, comprendre que vous pouvez griller avec une performance économique extraordinaire l'individu. On peut tous être à 350% d'exigence. Combien de temps ça va durer? Et on peut effectivement être dans une performance économique collective qui va faire que le cours de bourse va exploser, qu'on aura une rentabilité. Mais je veux dire, ces deux-là, ce n'est pas durable. Or, aujourd'hui, la question, c'est la durabilité de la ressource, en fait. Et la ressource, c'est les individus et c'est leur santé. Est-ce que, comme bon contre-exemple de ce qu'est la performance durable, est-ce que l'on peut citer, et je vais quand même détailler un tout petit peu en 2 mots, est-ce que l'on peut citer Carlos Tavares, ex-président de Stellantis? Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'au printemps dernier, il était porté au nu pour justement les performances économiques et financières du groupe, et on a complètement oublié que depuis plusieurs années, il mettait à mal la performance humaine du corps social. C'est un bon exemple, Dominique, d'après vous. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous repérez aujourd'hui, justement, qui incarnent cette dualité des performances? Oui, je crois que c'est un bon exemple. Les salariés se plaignaient depuis longtemps. Je dirais quand même que grâce aux comparaisons européennes, on s'aperçoit qu'en France, il y a un problème avec nos organisations du travail. On a des chercheurs qui ont exploité l'enquête européenne sur les conditions de travail et ils montrent qu'il existe des organisations dites apprenantes dans les pays nordiques et ces organisations apprenantes, donc qui donnent plus de participation des personnes à la décision, plus d'autonomie dans le travail. Elles sont donc très répandues là-bas et beaucoup moins chez nous. Et quand on essaye de comprendre pourquoi, elles sont plus répandues dans les pays nordiques, parce qu'elles vont de pair avec plus de bien-être au travail, un moindre absentéisme, plus de reconnaissance, etc. Bien, on s'aperçoit qu'il y a
un élément particulier qui l'explique, c'est le taux d'adhésion syndicale. Vous savez que dans les pays nordiques, on a des taux d'adhésion syndicale entre 60-70%, et des partenaires sociaux qui sont très impliqués. Et on a surtout la codétermination qui existe également en Allemagne. Et on voit bien en fait se dessiner deux systèmes, un système français quand même encore très hiérarchique. Et je reprends votre terme de performance qui est très important. On voit quand même un lien entre l'épuisement des individus dès le système scolaire. Hein. On les épuise, on fait une sélection par l'échec, et puis il va arriver la même chose, cette hiérarchie très pesante et le fait qu'on épuise les individus dans le travail, alors que dans ces pays nordiques ou dans les pays où il y a de la codétermination, le système scolaire est quand même beaucoup moins pressant. On peut essayer de faire ses preuves plus doucement, et on a une codétermination et donc une possibilité pour les salariés de s'exprimer, de prendre la parole, qui donne des conditions de travail radicalement différentes. Et eux, me semble-t-il, conjuguent mieux que nous la performance économique et la performance sociale. Angèle, tout à l'heure, on a vu avec Franck Bolivier que l'enjeu de santé mentale est un sujet absolument tabou. Il l'est particulièrement dans le monde du travail. 82% des salariés considèrent que c'est un sujet tabou. Que faut-il faire ? S'il fallait là aussi peut-être trouver un levier, une manière de penser le sujet pour le désacraliser et déstigmatiser, bien sûr, ceux qui en sont. Non, mais c'est extrêmement important. Et juste pour compléter, en fait, cet enjeu d'être dans une attitude coopérative, d'être dans l'empathie, ça s'apprend dès l'école. Hein. C'est vraiment ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ça les fameuses compétences psychosociales. Et ça, quand on n'apprend pas ça, ça se ressent sur le dialogue social, ça se ressent dans les conditions managériales. Et tout ça a un impact très clair avec ce vrai paradoxe qui est que la santé mentale, les troubles psy sont la première cause d'arrêt maladie de longue durée. Donc ça, il y a un vrai enjeu très fort sur l'économie et la réussite et la performance de l'entreprise. Et malgré tout, c'est très minimisé et c'est considéré, et là je reboucle sur la question du tabou, comme un sujet, c'est les faibles, c'est les fous, ça ne nous concerne pas. Et puis voilà. Donc pour l'entreprise, c'est vraiment le sujet aujourd'hui, et on est en train de transformer ça et de se dire, en réalité, non, il va falloir qu'on en parle parce que c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet de performance pour nous. Donc comment est-ce qu'on est incitatif et qu'on ne voit pas le sujet uniquement comme, oula, c'est de la contrainte réglementaire, c'est des gens compliqués. Non, en fait, ça fait partie du monde de l'entreprise. Donc le premier enjeu, c'est qu'on crée une culture de l'ouverture. C'est pas si compliqué, mais ça passe par effectivement de la formation au premier secours en santé mentale, des conférences sur le sujet, une politique d'ouverture, un leadership qui va s'impliquer sur le sujet en disant voilà, ce sujet-là, je le prends à cœur dans mon entreprise et je mets à disposition tel type de ressources, etc. Donc parler du sujet dans l'entreprise, c'est extrêmement important parce que souvent on se sent très démuni, et former les cadres et les managers de proximité à repérer les signaux et surtout leur dire mais vous avez une solution, c'est-à-dire que s'il y a un souci, on a des ressources internes. Alors comme vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup de chance, ou on s'appuie sur des ressources externes parce qu'il y a aussi un système de soins à l'extérieur de l'entreprise sur lequel je peux m'appuyer. Et puis comment je fais de l'inclusion aussi des personnes avec des troubles psy, ou des personnes qui reviennent quand vous avez un burn-out et que vous revenez dans l'entreprise après, c'est très très compliqué, et ça on le sait bien. Donc comment est-ce que j'apprends à inclure, réintégrer, travailler là-dessus, adapter aussi. Sur les questions du handicap psy, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait partie des handicaps invisibles où c'est très compliqué d'adapter les postes de travail aussi. Donc il faut avoir cette réflexion-là. Donc briser les tabous, oui, en commençant par une culture de l'ouverture, on peut en parler dans cette société. Ça fait partie, voilà, quand j'ai une maladie, je peux en parler. Quand j'ai une maladie psy, je peux en parler aussi. Quand j'ai une souffrance psy, je peux en parler. Et puis après, travailler sur les ressources et l'équipement, la formation. Donc c'est plein de choses qu'il faut mettre en œuvre. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on voit bien que le sujet est en train de percer un peu le mur du son et qu'il se passe quelque chose. Et donc, voilà, c'est de cranter ça et d'avancer. Profitons de l'espace qui s'ouvre. Merci infiniment, Dominique Méda, Angèle Manat-Lansac et Emmanuel Évremont pour...